Il est professeur de SES, il enseigne au lycée Marguerite Yourcenar à Morangis dans l'Essonne. Bonjour Rémi Janin. Bonjour. Alors l'idée c'est que vous êtes venu nous parler d'un article dont vous avez discuté avec votre classe et vous avez choisi un article d'un hors-série d'Alternatives économiques sur l'Europe intitulé « Combien de divisions ?» Alors pourquoi cet article? Il y avait une actualité, une actualité, puis en même temps, il se trouve qu'en terminale, on traite le chapitre de l'Europe. Et j'avais un tiers de la classe qui votait et c'était nécessaire, moi, je pense, aux élections européennes. Voilà. Et on démarre souvent un chapitre par l'étude d'un article qui permet aux élèves de relier un petit peu les thèmes qu'on étudie à l'actualité pour montrer un peu l'intérêt de ce qu'on va faire ensuite. Il y a beaucoup d'éléments, et notamment une comparaison du PIB par habitant selon les pays européens. Grosso modo, cet article, il oppose petits et gros pays européens. Voilà, il montre en fait une évolution, c'est-à-dire qu'on a une Union européenne qui est passée de 6 pays en 1957 à 27 pays aujourd'hui. Et on avait 6 pays qui avaient des écarts de PIB par habitant pas très importants, puisqu'on était à peu près de 1 à 2,7 entre l'Italie qui était le plus pauvre en 1957 et le Luxembourg qui était le plus riche. Et aujourd'hui, le Luxembourg est toujours le pays le plus riche. Mais aujourd'hui, c'est la Bulgarie qui est le pays le plus pauvre et l'écart est plutôt de 1 à 20,1. C'est-à-dire que c'est quoi? Le PIB par habitant est 20 fois supérieur au Luxembourg? Le PIB par habitant est 20 fois supérieur au Luxembourg qu'en Bulgarie. Donc les inégalités se creusent, c'est ça? Les inégalités se creusent du fait de l'entrée de pays qui étaient à un niveau de développement un petit peu plus faible. Mais en même temps, l'histoire de l'Union européenne montre que les pays successifs qui ont intégré l'Union européenne, qui étaient souvent des pays plus pauvres que la moyenne, ont réussi dans le passé à rattraper cette moyenne-là. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si les pays d'Europe de l'Est, qu'on appelle parfois les PECO, est-ce qu'ils vont rattraper cette moyenne-là? Est-ce qu'ils ont les moyens de rattraper cette moyenne? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont un avantage compétitif certain par rapport aux pays les plus riches en Europe. La faiblesse du PIB par habitant, elle est liée aussi directement, il y a un lien avec la faiblesse des salaires, forcément, et la faiblesse du coût du travail, qui est liée aussi à l'absence de protection sociale. Mais la crise économique aujourd'hui pourrait peut-être remettre en question ce processus de rattrapage. Alors pourquoi? Alors, on s'aperçoit que ces pays-là sont particulièrement déstabilisés quand même par la crise, surtout les pays qui ne font pas partie de l'euro. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec le Portugal et l'Espagne, qui avaient intégré l'Union européenne, la CE à l'époque, en 86, qui avaient amorcé un rattrapage jusqu'en 93, et la crise de 93 avait interrompu ce rattrapage, avec des difficultés qui s'étaient portées principalement sur les pays les plus pauvres de l'Union européenne. Alors pourquoi est-ce que dans le chapeau de cet article, il est dit que les inégalités de niveau de vie qui sont de plus en plus importantes menacent la construction européenne? Alors parce que ces inégalités font apparaître des nouveaux problèmes. Et les nouveaux problèmes qui sont donc ces écarts de coût du travail qui peuvent conduire donc des entreprises à s'implanter ailleurs, mais des écarts de fiscalité aussi. Par exemple, le taux d'imposition sur les sociétés est beaucoup plus faible dans certains pays. Et en même temps, on s'aperçoit que ces écarts de développement, normalement, doivent amener à des politiques publiques pour que ces pays puissent profiter de l'espace européen en mettant en place des infrastructures. Alors c'est ce qu'on a fait pour le Portugal et l'Espagne, avec, il suffit d'aller en vacances au Portugal et en Espagne, on voit beaucoup d'autoroutes financées par l'Union européenne, par des fonds de cohésion sociale, on appelle ça au niveau européen. Mais il faut savoir que le budget européen pour ces fonds-là n'a pas augmenté en pourcentage du PIB. On est resté à un budget européen qui est à 1% du PIB de l'ensemble de la zone. Donc qui est très faible. Quel enseignement en tirer? Est-ce que l'Europe se donne les moyens de cette ambition de rattrapage des pays de l'Europe de l'Est? Et donc, le dumping, le fait que ces pays exploitent les qualités d'une main-d'œuvre qui est également à bas coût et une fiscalité qui est faible, est-ce que ce n'est pas inévitable du fait que ces pays-là n'ont pas les moyens de mettre en place les politiques d'infrastructure ou d'éducation, de formation qui leur permettraient de rattraper le retard? D'accord. Donc vous avez utilisé cette hors-série parce que c'est dans le programme, mais aussi pour préparer un peu les élections européennes, pour que les élèves aient les clés pour comprendre Puis il y a aussi toujours des objectifs de savoir-faire, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas toujours confrontés à des textes un petit peu longs, où il faudrait chercher le plan du texte, essayer de repérer les idées essentielles et pouvoir les communiquer à l'oral en quelques minutes, arriver à dire l'essentiel d'un article. Et c'est une capacité qui est importante. Et puis c'est un sujet qui est tombé au bac. Donc il se trouve que c'est le sujet qui est tombé hier au baccalauréat, donc je suis très content. Un sujet sur l'Union européenne en tout cas. Oui, mais très peu d'élèves l'ont choisi. Bon. Merci beaucoup Rémi Janin d'avoir accepté notre invitation. C'est fini pour cette revue de prof. Merci.